L'exercice après qui a été monté sur le dossier, c'est celui d'évaluer à partir des comptes gestion, la mine d'or absolue fournie par la DGFiP que sont les comptes de gestion, d'essayer de voir dans quelle mesure on pouvait évaluer l'impact de cette crise sur les finances 2020. L'exercice n'est pas facile parce qu'il y a des interactions, on sait, des effets de cycle, des événements autres qui peuvent survenir, même si beaucoup des événements survenus en 2020 dans les collectivités sont quand même liés souvent à la crise. Voilà, il y avait des effets, il y avait des choses lancées, il y avait des engagements pris, donc il y a des choses qui ne sont pas forcément identifiables et classables dans Covid ou non Covid, sous influence Covid ou sous influence d'un autre événement. Mais même si c'est pas facile à réaliser, il y a quand même des évidences qui sont ressorties sur certains postes. Il y a des quasi-certitudes sur d'autres. Et puis, il y a d'autres postes sur lesquels on a un doute. Et dans le doute, on a parfois signalé cette présence d'un doute et comptabilisé ou non cet effet dans le résultat final. Si on commence par les recettes, le premier constat sur les recettes, c'est quand même qu'il y a des recettes qui échappent à l'effet. Il y a des dotations de l'État, il y a des recettes fiscales avec zéro impact de cette crise. Donc c'est signalable et c'est assez protecteur. Je pense notamment aux dotations de l'État, hein, même en période de stabilité. Quand une crise survient comme cela, ça peut être un facteur protecteur quand il y a trop de ressources qui par ailleurs baissent. Et puis il y a des recettes sur lesquelles il y aura des effets décalés. Hein. CVAE, enfin, vous avez tous en tête des choses qui sont en train d'être vécues par les collectivités, et puis d'autres recettes qui auront des impacts décalés, les taxes d'aménagement, etc. Nous, notre job, c'était de se concentrer sur les taxes qui ont souffert dès 2020. Les taxes ou autres recettes. Si on commence par les taxes, les recettes fiscales, il y a à peu près 30% des recettes fiscales. On évalue pour l'ensemble des collectivités à 30% les recettes fiscales qui ont subi un impact. Donc il y a quand même 70% qui ont préservé un certain nombre d'évolutions. Mais sur les 30% restants, l'évolution est assez forte, puisque l'ensemble des pertes est pour nous évalué à 1,6 milliard sur l'ensemble des collectivités sur ces recettes fiscales, l'équivalent de près de 4% de l'épargne brute de l'année précédente des collectivités. Derrière, on sait très bien, hein, il y a des têtes de gondole de recettes fiscales qui ont souffert. Le versement mobilité, peut-être moins que prévu, mais en baisse assez nette tout de même. Les droits de mutation, pareil, un petit peu moins que prévu, puis avec un effet protecteur sur les petites communes, hein, qui sont, elles, concernées par le fonds de péréquation, qui n'a pas été impacté cette année, mais qui potentiellement le sera l'année suivante. Et toutes les taxes un peu touristiques typiques, hein, taxes de séjour, sur les jeux, taxes passagers, voilà. La fraction de TVA qui a souffert du côté des régions, la TICPE qui a baissé, voilà, il y a une enveloppe de grosses recettes qui ont diminué entre 50, 100, 200, 300 millions en cumulé sur l'ensemble des collectivités. L'ensemble, ça fait 1,6 milliard. Ensuite, gros impact, et ça a été beaucoup commenté, c'est sur les recettes dites d'activité. Alors nous, on classe derrière activité à la fois les recettes produits des services ou tarifaires et puis les recettes domaniales. Mais on distingue après, on fait le travail hein, dans le pré-rapport, vous verrez, pour distinguer ces deux types de recettes. Alors ces recettes, elles ont un poids très variable, hein, puisque pour le bloc communal, c'est très majeur dans les pertes de recettes, ces recettes d'activité, alors que pour les départements et régions, c'est plus marginal. Sur les tarifications, quel que soit le secteur d'activité ou quasiment tous les secteurs d'activité, pas tout à fait tous, mais quasiment tous sont concernés. On est sur le périscolaire, le transport, les sports et loisirs. Alors c'est des baisses entre moins 24 et moins 45%. En tout, pour le bloc communal, c'est 1,8 milliard en moins. Hein. Donc c'est un effet très très net. Derrière ces recettes d'activité, il y a aussi, ou à côté plutôt, d'autres recettes qui ont souffert. Les droits de place. Je sais qu'en comptabilité, ils sont classés en fiscalité. Je les ai sortis, je les ai reliés de ces recettes tarifaires et de ces redevances d'occupation du domaine, etc. Donc, moins 42% pour les droits de place. Le revenu issu des immeubles, des locations, on sait que ça peut être des recettes substantielles pour les communes, notamment moins 8%. Redevance de stationnement, post-stationnement, redevance d'occupation du domaine public, tout ça en baisse pour les recettes d'activité. Un ensemble de recettes dites d'activité en baisse de 2,5 milliards d'euros.
l'équivalent de plus de 9% de l'épargne brute des collectivités. On voulait attirer votre attention sur le fait que dans le rapport, on a zoomé un tout petit peu sur le secteur des AOM, en traitant 200 AOM à périmètre constant et des AOM percevant le versant mobilité, donc ce n'est pas l'ensemble des AOM, je suis très précis, et des AOM qui bénéficient, qui nous offrent un compte dédié au transport, c'est-à-dire soit un budget principal d'un syndicat, soit un budget annexe d'un groupement à fiscalité propre. Donc ça nous fait un périmètre de 200 unités qu'on a pu observer pour voir et constater les éventuels dégâts de ces pertes, de ces doubles recettes et tarifaires et recettes fiscales. Donc c'est le tableau qui est présenté là. En gros, perte de versement mobilité 5,5%, perte de recettes tarifaires 29% pour ces AOM. En tout, une épargne nette, et ça pour un groupe homogène de structures, moi je ne l'ai pas observé très souvent, une épargne nette sur ces structures-là qui baisse des trois quarts, hein, 73% de baisse de l'épargne nette sur ces 200 AOM, avec en conséquence, même s'il était probablement prévu que les investissements baissent, les investissements ont baissé dans ces structures de 31%, et puis une grosse hausse des emprunts souscrits, notamment en comprenant les aides de l'État et les avances qui sont inscrits ici et qui rentrent dans la dette. Et une progression de la dette dont une partie ne coûte rien puisque c'est le dispositif d'avance, donc ça c'était la bonne nouvelle. Et voilà les grands résultats en masse sur ces AOM observés en 2020. Alors forcément, il faudra être très attentif à la situation de 2021 sur ces structures. Du côté des dépenses, l'exercice est plus difficile à réaliser. Pour résumer, c'est la partie, c'est le milieu de mon tableau là. Il y a un mélange d'économies et de dépenses supplémentaires dans les collectivités constatées en 2020. C'est le poste achat qui concentre une bonne partie de ces doubles mouvements. Je rappelle que le poste achat et charges externes, c'est 17% des dépenses de fonctionnement des collectivités. Il y a des sources d'économies très nettes sur tout ce qui est manifestations publiques, publications, communication, alimentation, combustible et carburant, bien entendu. Des contrats de prestation de services aussi en légère diminution. Donc l'ensemble fait une diminution assez nette de 1,7 milliard d'euros pour le bloc communal. Donc c'est substantiel. 2,2 milliards pour l'ensemble des collectivités. Donc c'est l'aspect économique qu'on a pu identifier. On ne peut pas garantir que tous les mouvements sont étroitement liés à des économies liées à des fermetures de services. Mais enfin, ces postes n'avaient jamais évolué de cette façon-là sur la période récente. Donc ça, c'est le comptage sur la partie économie qui fait face, qui est en redondance aussi avec la baisse des tarifications dont on a parlé tout à l'heure. Hein. C'est souvent les mêmes services. C'est probablement pas ces baisses de dépenses ne couvrent que très rarement la baisse des recettes tarifaires, mais en tout cas, c'est bien à mettre en regard. Et puis en face, dans ce même poste achat, il y a des surcoûts. On en a beaucoup parlé pendant l'année 2020, encore en 2021 pour la vaccination. C'est la partie achat de fournitures d'entretien et de petits équipements. Donc on le voit sur le tableau. En tout, 750 millions en plus détectés. Si c'est pas facile encore une fois, sur ces dépenses nouvelles qui se répartissent sur tous les niveaux de collectivité, mais notamment sur le bloc communal avec presque 360 millions. Par ailleurs, dans les dépenses étiquetées sous influence Covid, bien sûr, il y a le RSA, où là, la CNAF avait simulé en cours d'année 2020 le fait que sans la crise, on pouvait simuler une stabilisation du nombre de bénéficiaires RSA. Donc, l'évolution à la hausse de la dépense est bien assimilable et imputable à l'effet crise. 7,5% d'augmentation pour les dépenses RSA dans le département ou à Paris, à la métropole de Lyon, et puis dans les CTU concernés. Voilà encore une dépense sur laquelle on peut mettre l'influence Covid. Autre exemple listé, c'est les charges exceptionnelles. Alors là, c'est la partie la plus difficile à impacter pour le Covid. Ceci dit, quand on regarde le passé, quand on regarde ce qui s'est passé, le côté massif de l'augmentation des charges exceptionnelles, le fait qu'elles comprennent probablement un certain nombre d'inscriptions, on pense à certaines indemnités versées à des tiers dans le cadre de l'activité de certains services. Voilà, on a pris la décision méthodologique de classer ces charges exceptionnelles dans des événements sous influence Covid, sachant qu'il nous semble que les événements exceptionnels survenus en 2020 sont très essentiellement liés
à la situation de confinement, à la relation à des tiers, délégataires, etc., à des relations exceptionnelles avec le budget annexe, à des relations avec des tiers divers et variés qui ont nécessité une intervention classée dans l'exceptionnel. Et puis, bien entendu, un gros enveloppe de dépenses supplémentaires, c'est du côté des régions, avec les interventions massives en section d'investissement, qui prennent la forme, on les a classés en deux catégories, pour être un petit peu plus fin. Il y a les soutiens à l'économie sous forme de subventions à des tiers, soit directement à des personnes de droit privé, soit à l'État pour le Fonds national de solidarité. Donc ça, c'est une partie forte de l'augmentation. Et puis une autre augmentation sous forme de prêts et d'avances souscrits par les régions, puisque ces postes-là progressent, ce dernier poste progresse de 180 millions en 2020. Donc là aussi, une grosse partie de l'évolution de l'investissement des régions, les 2 tiers et de l'évolution des investissements des régions est imputable à l'effet à minima, imputable à l'effet Covid. Alors au total, en haut du tableau, vous avez les recettes, en bas du tableau, vous avez les dépenses, enfin au milieu, vous avez les dépenses, puis après, vous avez ce coût net avant aide de l'État, donc je suis très précis là-dessus, s'élève, d'après nos calculs et nos estimations à partir des congestions, à 5 milliards, 1, si on arrondit, soit l'équivalent de 12% de l'épargne brute des collectivités, l'épargne brute de l'année d'avant, bien entendu. Avec des effets très forts, notamment sur les régions, enfin à peu près pour tous les niveaux de collectivité, notamment sur les régions, avec cette grosse intervention en section d'investissement. Pour conclure, je précise bien, ce calcul est fait avant les interventions de l'État, qui ont pris des formes diverses et variées. On en a, vous les connaissez aussi bien ou fort mieux que moi. Il y a des aides exceptionnelles sur l'investissement, mais qui n'ont pas d'impact, ou très, très marginalement des impacts en crédit de paiement dans les comptes de gestion de 2020 qu'on analyse. Donc il y a ces dotations exceptionnelles à l'investissement. Il y a des concours exceptionnels pour financement des masques. Donc là, on vous fournit le montant estimé par la DGCL qui est aux alentours de 214 millions d'euros versés. Le filet de sécurité, l'article 21 de la loi de finances 2020, sur 93 millions. Et puis des avances remboursables, bien entendu, du côté des AOM, comme du côté des départements avec les droits de mutation. Même si le dispositif pour les départements et les droits de mutation et départements devrait finalement concerner un nombre beaucoup plus petit d'entités pour un maintien de ces avances sur plusieurs années. Et puis des aides spécifiques outre-mer. Un total de 440 millions estimés. Je pense qu'il faut encore maintenir ce mot d'estimé, l'équivalent de 1% de l'épargne brute sous forme de cash. Je vais être plus précis encore. Donc sans compter la partie avance remboursable et sans compter Île-de-France Mobilité qui n'est pas dans notre périmètre d'études. C'est important de le préciser. Donc voilà les grandes lignes de ce qu'on a pu dégager à partir des comptes de gestion. Encore un grand merci et à l'équipe et à DESL, parce qu'une partie de ces résultats est réalisée par des traitements, et liée à des traitements faits par le département de la DGCL, et bien entendu au bureau de la DGCL qui ont aidé à comprendre un certain nombre de ces chiffres-là, et puis à la DGFIP qui nous fournit la matière si précieuse.